Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus. C'est ouvert, on peut rentrer, voilà. Donc bienvenue à ce temps d'échange et de réflexion autour des revues locales. Table ronde organisée un peu précipitamment, mais en tout cas on est content d'avoir réuni du monde pour discuter autour de la patrimonialisation et puis le processus de création des revues et des spectacles patoisans. Donc l'intitulé de cette table ronde, la revue Comment, Pourquoi entre tradition et modernité dans les revues locales patoisantes. Pour vous présenter un peu les personnes, les intervenantes et intervenants, donc d'abord Philippe Arbar, président de la Société académique du Boulonnais, qui sera en charge de modérer les échanges, voilà. Et la Société académique qui coordonne le réseau d'acteurs pour la promotion du patois boulonnais, voilà, qui réunit de nombreuses associations. On aura l'occasion d'en discuter. Sylvie Danger, autrice patoisante bien connue, puisqu'elle a écrit la revue de la Capelle pendant 40 ans. Puis depuis 2019, la revue boulonnaise, et aussi elle tourne avec sa troupe Sylvienco, en compagnie de Ken Jipour. Ken Jipour, comédien dans la revue boulonnaise et dans Sylvienco, et auteur aussi, et intervenant à l'Université du Littoral dans le cours créé en septembre 2024, langue boulonnaise et langue picarde. Picard boulonnais. Voilà, la langue picarde boulonnaise. Donc on aura aussi l'occasion de discuter de la transmission linguistique. Jean-Pierre Ramé, alors Jean-Pierre Ramé, qui ne connaît pas Jean-Pierre Ramé, mais comment résumer le parcours de Jean-Pierre Ramé, l'Adburguère, les Soleils boulonnais, un grand passionné et auteur de poèmes notamment patoisans, une bible de connaissances sur la culture locale maritime. Et donc je suis très content d'avoir Jean-Pierre à nos côtés. Nathalie Gothard, ethnocénologue, ça vous voit comme terme, donc professeure à l'université d'Artois, dans le département, dans le laboratoire texte et culture, qui travaille notamment sur les réappropriations des cultures locales dans les arts du spectacle, entre autres. Voilà, oui, la dynamisation, la dynamisation, la recréation, les patrimoines invisibles ou invisibilisés. Voilà. Et puis Tiffaine Barthélémy, professeur émérite à l'université de Picardie Jules Verne, spécialiste des communautés patrimoniales. Voilà. Anthropologue. Et puis on a Sofiane aussi. Voilà, Sofiane Le Terrier, bonjour. Bonjour Sofiane, donc historienne. Et aussi un texte et culture, voilà, aussi de l'université d'Artois, et aussi qui a entrepris un champ de recherche sur les musiques du Nord, et aussi sur la revue boulonnaise. Voilà. Par l'intermédiaire d'Evelyne Jordan, qui lui avait donné des documents. Voilà. Exactement. Et donc, vous trois, vous travaillez dans le cadre du projet Patrimoine invisible au sein de la région des Hauts-de-France, ouais, qui vise à revitaliser et remédiatiser tous les processus, toutes les dynamiques patrimoniales des Hauts-de-France, voilà, auxquelles j'ai la chance de pouvoir travailler à partir d'ici quelques semaines. D'ici quelques jours. D'ici quelques jours même d'ailleurs, parce que on est déjà fin mars. On est embauché. Voilà. Donc cette table ronde, on l'organise dans le cadre de la revue patoisante de Le Portel Seine-Avespont, dont l'avant-première a eu lieu hier soir. Donc on ne parlera pas du spectacle en lui-même. Certains dans la salle étaient là hier soir, d'autres y seront ce soir ou dans les prochains jours. En tout cas, sachez que c'est un bel événement pour le Portel et puis pour l'ensemble du Boulonnais et toutes les valeurs qu'on veut y transmettre. Voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Baptiste, Baptiste Prévost, qui est quand même l'organisateur de cette table ronde un peu improvisée, il s'inscrit complètement dans ce contexte de revue patoisante, puisque c'est dans le cadre de la nouvelle revue patoisante porteloise, qui a démarré effectivement, et Baptiste est non seulement étudiant
alors en art de la scène et du spectacle vivant, mais il est aussi auteur, acteur, metteur en scène. Donc c'est un jeune artiste en devenir, on va dire, hein, plein de talent. Bonjour à toutes et à tous. Sachez que cette table ronde est ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment demander la parole si vous voulez intervenir, vous aussi. Il suffit bien sûr de demander la parole et vous pourrez interroger l'une ou l'autre des intervenantes de cette table ronde. Voilà, table ronde qui va nous mener jusqu'à midi, hein, dernier délai. Il y aura un temps de questions-réponses en fin de table ronde à partir de 11h30, 45. Vous pourrez poser vos dernières questions avant que l'on ne referme ce temps de réflexion et d'échange. Alors, première question qu'on va maintenant poser, on aborde le vif du sujet. Table ronde entre tradition et modernité, la revue patoisante est-elle un témoin du passé ou un outil du futur? Je pense que la problématique est bien posée. Pourquoi refaire d'abord une revue patoisante au Portel? C'est la première question qui vient à l'esprit, bien sûr, puisqu'il y a une revue patoisante à Boulogne. Il y a eu une revue au Portel, puis elle s'est, on va dire, mise en sommeil. Elle réapparaît. Pourquoi? Est-ce qu'on est dans une période faste pour le patois? Je pense qu'il y a une vraie relance depuis quelques mois, depuis quelques années. La revue boulonnaise porte et mène un peu toute cette dynamique du point de vue spectacle. Et pour la revue porteloise, on était en fait sur un manque. La fin de la revue porteloise, c'était le décès, la suspension. C'était le décès d'Arnaud Libert fin 2019 ou début 2020. Bonjour Monsieur le maire. Il y avait eu Arnaud Libert, avant de partir, avait cette volonté. Il avait prévu de refaire une revue pour 2021. Puis voilà, le décès, puis l'épidémie a fait que ça ne s'est jamais produit. Et quand j'ai eu l'occasion de m'y intéresser, c'est vrai que j'ai pu constater qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, même du point de vue des acteurs et des actrices de l'époque, on avait envie de faire quelque chose, on était un peu resté sur notre faim. Et puis, les circonstances et le contexte, et notamment mon entrée dans la revue boulonnaise, a fait qu'ensuite, on a pu se lancer dans le bain. Et nous voici maintenant à quelques heures de la première officielle et quelques heures après l'avant-première qui en tout cas a eu un bon retour en tout cas de la part du public qui était présent hier soir. Voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a déjà de très bons retours effectivement. On peut aussi préciser, Baptiste, que tout ça c'est dans le cadre d'un contexte favorable pour les langues régionales depuis l'ordonnance de 2021 qui permet maintenant l'enseignement du picard reconnu parmi les langues régionales. Ça a été un plus incontestable, ça a été le fruit d'un long combat pour que le picard soit à son tour reconnu parmi les langues régionales. C'est maintenant chose faite, et c'est ce qui a été un peu l'élément déclencheur de toutes ces actions. Alors pas la revue boulonnaise qui a une longue histoire derrière elle, mais la nouvelle revue porteloise, et puis d'autres spectacles ici ou là, et puis comme tu le disais tout à l'heure, ce lancement d'un réseau d'acteurs, cette réunion des acteurs locaux pour la sauvegarde et la promotion du patois boulonnais s'inscrit dans cette démarche, on va dire, nationale en faveur des langues régionales. Donc, ça c'est pour le contexte global. On continue bien sûr sur les revues locales. Qu'est-ce qu'apporte une revue d'un point de vue sociétal? Alors là, peut-être que la question s'adresse davantage à nos universitaires. Quelle est l'importance du spectacle patoisant de ce point de vue? Ça en dit excuse-moi. Tu veux parler? Non, juste dire que je ne suis pas du tout spécialiste des revues et je pense que Sophia Meutery aura peut-être plus de choses à dire. Mais moi, ce qui m'a vraiment, c'est une réaction à chaud, vraiment fascinée hier, c'est la mise en scène d'une communauté et d'une collectivité à travers l'humour. Alors, bien sûr, moi, j'ai pas tout compris, j'en parle porteloise, mais j'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant.
parce que bon, je suis bretonne d'origine et je ne connais pas d'équivalent en Bretagne, et je me disais, tiens, c'est étonnant, alors peut-être qu'on reviendra sur la distinction ou pas qu'il convient de faire entre langue et patois, parce que ce terme de patois m'a un peu étonné, mais ça c'est autre chose, mais on n'a pas vraiment l'équivalent, on a autre chose, hein, il y a autre chose en Bretagne, mais vraiment j'ai trouvé ça comme ferment de lien social et aussi mise en scène de liens spécifiques, parce qu'il y a aussi l'opposition Boulogne-le-Portel, hein, qui est apparu hier, d'une façon tout à fait bienveillante, hein, mais j'ai trouvé ça très très intéressant. Oui, pour moi, ça participe effectivement à une redynamisation des territoires, et même sur la question, est-ce que c'est un témoin du passé ou pour le futur, moi je dirais que c'est quelque chose qui est complètement actuel. Et donc c'est pour couper un peu la poire en deux. Et j'ai trouvé qu'effectivement il y avait énormément d'éléments de la tradition qui étaient là. Et ce que je disais à Baptiste, nous on était, en tout cas moi personnellement j'étais ravie, assez surprise de la qualité, de la grande qualité, alors je n'en doutais pas hein, bien sûr, mais de la très grande qualité du spectacle d'hier, et même de certains, des acteurs, des actrices. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc pour répondre à la question, oui, pour moi, ça participe de la redynamisation des territoires, et c'est quelque chose de vraiment essentiel. Peut-être je vais donner la parole à Sofiane Le Terrier, qui est vraiment notre spécialiste. Alors. Là, non. Alors peut-être qu'on va approcher un micro quelque part. J'entends de loin. Est-ce que ça marche? On va trouver un... Je crois pas, non. Je vais en profiter pour un petit... Voilà. Alors, on va brancher un micro qu'on va mettre sur l'ordinateur portable. On excuse Sofiane qui est à distance, elle est à Lyon. Voilà. Est-ce que ça marche maintenant? Non, le micro du programme. Alors, Sofiane, il est ouvert. Ça fait à Lyon. Ils sont ravis qu'on a avec nous. Ça, je vais peut-être que des branches. Maxime, il va nous... Maxime, il va nous... Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ah bah... Mais en tout cas, il y a en effet cette volonté de mettre en avant vraiment des gens du cru en fait, qu'on met en scène avec tous les personnages et toute la vie qui va avec pour travailler avec ça. D'ailleurs, on a l'habitude ici, à côté de Sophie revues, Danger. souvent on met local. Souvent c'est la revue locale de la Capelle, la revue locale de Boulogne, on ne met pas, mais c'est souvent à revue on associe une localité. Et une revue n'est jamais une revue d'un territoire. Oui, parce qu'elle est liée à l'actualité. Voilà. On en parlera tout à l'heure, hein, bien sûr. Voilà. Et c'était ça justement qui était intéressant hier, c'était de deviner les personnages. Et à la fois vous avez des personnages locaux, mais qui sont aussi des archétypes. Vous voyez, c'est des personnages types qu'on peut retrouver aussi dans d'autres situations. Donc c'est pour ça que, quand je vous disais, moi j'ai passé un très bon moment, parce que même si parfois je ne comprenais pas tout, mais même la situation, etc., on a affaire à des archétypes de théâtre, des personnages, et qui sont aussi traités d'une manière comique, et qui étaient vraiment, très très bien, c'était très bien écrit, c'était voilà, quand même très lisible. Ça fait appel aussi aux notions de patrimoine sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, hein, et l'attachement aux racines aussi, donc ce qui fédère une population autour de ces spectacles-là. Baptiste, on va enchaîner, on va continuer, hein. On va enchaîner. Voilà, on va parler. Tout l'intérêt du spectacle vivant. Voilà, bien sûr, le spectacle. Voilà, vous avez une démonstration, après on peut servir du micro peut-être. Oh, ça va aller, sinon Larsen va s'inviter à nouveau. Donc, Marcel Larsen. Larsen, oui, je connaissais Georges, on peut parler d'écriture maintenant, parce que quand même, l'interprétation c'est important, on parlera des acteurs tout à l'heure. On va peut-être s'intéresser pour l'instant à l'écriture d'une revue locale.
j'ai envie de dire que l'ADN d'une revue locale, c'est la satire. Est-ce que c'est pour vous une bonne définition? Oui, c'est deux mots qui vont ensemble. Une revue, l'ADN d'une revue, c'est forcément de se moquer des personnes en vue dans la commune. Donc les personnes en vue sont forcément les élus, ça c'est la première ligne. Et après les personnes qui sont typées, par exemple ça peut être un commerçant, une personne qui est connue, on va dire connue comme le loup blanc, etc. Bien sûr, c'est évident. Alors, satire sans être méchant. Oui, c'est un équilibre à trouver en fait. Oui. C'est la caricature. Voilà. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur Le mot satire peut être un peu péjoratif. De toute façon, une revue se doit d'être toute drôle. La méchanceté n'ayant jamais fait rire, si on est méchant, si on a franchi la ligne, quoi, je veux dire. Si on ne fait pas rire, ça ne sert à rien de le dire. Donc il y a une autocensure, on va dire quand même. Moi je pense qu'une revue n'est pas là pour... on ne fait pas entre guillemets une propagande pour dire ce qui va pas ou ce qui va bien. Si on a quelque chose de drôle à dire dessus, on en profite. Si c'est juste pour marquer un point, je veux dire, c'est pas le lieu. Pas pour moi. En tout cas, c'est ce qui est souvent demandé par le public. Oui. Qu'il y ait quand même, qu'on égratigne quand même mais de toute façon, ils viennent pour les personnalités en place. Tu vas me confirmer, mais le poil à gratter. Je pense que quand tu as dit que tu écrivais au Portel, il a dû t'arriver comme à moi, c'est-à-dire des fois je croise des gens qui me disent « Vous avez vu ça? J'espère que vous allez en parler à la revue. » Oui, ça j'ai beaucoup. Il y a même des gens qui m'ont dit « Oh, j'espère que tu vas être gentil avec moi dans la revue. » Et puis bon bah voilà. Il y a des compromis à trouver, des arrangements. Finalement, les gens prennent la revue comme une vitrine, c'est-à-dire ils ont envie qu'on dise à leur place ce qu'ils ont entendu. Voilà, ce qu'ils ont entendu. Les porte-parole un peu de... Ce qui malote, ce qui ronchonne, quoi. Voilà. Ils ont même envie que ça soit leur parole. Oui. Marvas écrivait ses revues dans les cafés. Et il prenait directement la parole des gens. Donc quand les gens allaient aux revues de Marvas, les phrases qu'ils entendaient, c'était typiquement ce qu'elles avaient dit. Un lieu d'information. Les cafés ont toujours été des lieux d'information. Voilà, c'est ça. Et pour les auteurs, pour les journalistes aussi, en un temps, c'était bien sûr un lieu incontournable. Et les revues d'antan à Boulogne, les gens souhaitaient qu'on parle d'eux. Il y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'on n'avait pas parlé d'eux. Même si on en parlait. Ça leur fait quand même quelque part une publicité. Voilà, c'était une forme de publicité. Maintenant, on s'attaque beaucoup plus aux élus qu'auparavant. Mais c'est vrai qu'il y a moins de commerce, moins de têtes caractéristiques de têtes dans une ville qu'il y en avait auparavant. Moi, Félix Valette était de ma famille, on se rencontrait souvent, beaucoup plus jeunes bien sûr, et il disait, il ne veut plus vous acheter rien, il ne veut plus donner de publicité parce qu'on n'a pas parlé de lui dans la revue précédente. Donc, alors il dit à chaque fois qu'on parlait de lui, c'était pas toujours en bien parce qu'il n'était pas aimable au départ, mais il fallait qu'on parle de lui. Et là, du fait qu'on n'avait pas parlé de lui dans la revue précédente, il n'avait pas accepté la publicité dans le petit programme de la revue. C'est dire que c'était un événement local important et que les gens attendaient en fin de compte. Et Sylvie parle des revues locales et c'est vrai que souvent on disait c'est une revue locale. Oui. Et Calais en faisait une, qui est importante aussi. Étape, il y a eu longtemps Étape. Et puis, il y en a encore mais ça renaît, effectivement. Il y en a une à Hénin-l'Abbé cette année. Il y en a une à Agdel. Donc il y a plein, il y a plein d'endroits où ça renaît quand même. Ça. Alors il y a le côté, je dirais, distrayant de l'affaire. Et puis on passe un peu en revue. Et pour ça d'ailleurs, on passe en revue tout l'événement qu'il y a pu y avoir dans l'année ou dans les 2 années, puisque c'est souvent sur 2 années, et c'est quand même fort intéressant. Et il y avait aussi des têtes sympathiques qui ont fait un peu la gloire de la revue, telles que Rose Lacroix, Canapé, tout ça, qui sont devenus des grands personnages, parce que la revue les a valorisés. Mais ils faisaient partie effectivement du paysage local. Et là, je crois qu'en regardant un peu plus près, on trouverait encore dans certains villages ou dans certaines villes, ou même au Portel, des têtes caractéristiques. Les revues précédentes, il y avait Papat, celui qui était photographe, je crois, qui était souvent mis en avant, parce que c'était des têtes caractéristiques, et les gens demandent ça c'est clair. Bon, on ne peut pas néanmoins masquer le fait que la société évolue.
les situations évoluent, les personnes évoluent, les caractères, les mentalités évoluent. Est-ce que le public d'aujourd'hui, c'est le public d'hier? Il y a déjà le patois qui n'est plus, je dirais, aussi courant qu'il a pu l'être à une certaine époque. Hier, enfin, les commentaires qu'on entendait, c'est « Ah, c'est bien, mais je n'ai pas tout compris parce que je ne parle pas patois », alors que c'est des gens du coin, quelquefois. Alors, est-ce qu'il faut être locuteur de la langue pour être spectateur de la revue? Ou est-ce que les situations, comme vous le disiez tout à l'heure, peuvent aider à comprendre une situation, le jeu des acteurs, la mise en scène? Oui, on comprenait bien. Hein. Moi, j'ai mal compris parce que j'entendais mal. C'est pas le patois que j'ai pas compris. Le patois, je l'ai assez bien compris en fait. Mais comme on était un peu dans la salle en arrière et qu'il y avait un écho, du coup, voilà, j'ai eu du mal à entendre le verbe. Mais sinon, non, c'est quand même assez compréhensible. Et puis l'oreille s'habitue au bout d'un moment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en tout cas, dans mon intention en tant qu'auteur et metteur en scène, et Sylvia est dans la même lancée, c'est de au-delà d'avoir des textes et des mentions de situations et de choses locales, c'est aussi d'avoir des situations visuelles et des choses qui parlent à tout le monde. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Typiquement, voilà, juste une opposition de deux personnages, ça peut suffire pour avoir un rire, et après on apporte du contenu, Voilà, mais la forme parfois peut suffire à une situation. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une revue patoisante, vraiment le patois, mais enfin, pour moi, elle ne se doit pas d'être nostalgique, c'est-à-dire qu'il faut absolument parler des sujets actuels pour justement montrer que la langue a toujours sa place actuellement. Et il faut aussi accepter, de même, pour moi, c'est mon avis personnel, de même que le français a évolué, que le patois, enfin notre langage régional, se soit modernisé aussi. Je veux dire, on ne parle pas le patois maintenant, comme on le parlait avant, de la même manière qu'on ne parle pas le français maintenant, comme on le parlait avant. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on crée une pièce de théâtre, on ne va pas l'écrire comme Molière. La revue, c'est pareil. Je pense qu'il faut accepter, et c'est ce qui a fait la force de notre réseau, je pense. Jean-Pierre, c'est qu'on a tous accepté que si un endroit on dit Tertous, et allez on va dire Tartous, et moi je dis Guernoul, et moi je dis Guernoul, ça va pour tout le monde. C'est ça, on n'est pas pointilleux. De même sur les hey, les aïe, comme on dit, qui a raison, qui a tort. C'est pas ça. C'est pas ça, enfin pour moi c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est de continuer de le parler et de le promouvoir. Donc on parle bien, pour répondre à votre question, madame, tout à l'heure, patois boulonnais, oui, c'est une manière de nommer notre langue, mais nous on parle de langue boulonnaise, et on parle de picard boulonnais, puisque la langue boulonnaise, ou le patois boulonnais, fait bien partie du picard. Donc ce n'est qu'une branche dérivée du picard, mais les racines sont là. Nous revendiquons langue boulonnaise et picard boulonnais, et c'est tout le sens, comme le disait Sylvie, de ce réseau qui a été créé pour rassembler les forces vives qui œuvrent à la sauvegarde et à la promotion de la langue boulonnaise. Donc toutes les associations qui œuvrent dans ce sens-là ont accepté de se réunir au sein de ce réseau que la Société académique porte, et pour travailler ensemble et essayer de porter haut et fort l'idée que cette langue est vivante, qu'elle doit continuer à exister, et surtout essayer de la transmettre, puisque effectivement les locuteurs ont un certain âge, et cette génération, une fois éteinte, s'il n'y a pas eu transmission entre-temps, eh bien la langue va s'éteindre. Donc il faut absolument que ça ne se produise pas. Après, quand on parlait par rapport à l'évolution de la langue, pourquoi on la comprend beaucoup mieux maintenant, le patois, la langue boulonnaise, on le comprend mieux maintenant, c'est parce qu'on ne la parle plus tous les jours maintenant. Donc ce qui fait que le vocabulaire qu'on utilise dans les revues, c'est entre guillemets un vocabulaire connu de tous, relativement pauvre, parce que c'est pas un vocabulaire riche qu'on pourrait développer en le parlant tous les jours. C'est pour ça aussi qu'on en arrive sur cette évolution, parce que dans la vie, là on est en train de faire, on l'avait d'ailleurs dit à la table ronde, on fait un truc sur le patois, et pourtant à l'époque Ramal parlait patois là. Voilà, et donc c'est pour ça aussi, c'est-à-dire que quelque part on l'aménage, et l'intonation, le vocabulaire fait que, comme on ne le parle pas tous les jours, il devient un petit peu moins riche, et c'est aussi pour ça qu'on le comprend, parce qu'on l'a vachement francisé. Alors Kenji, qui je le rappelle, donc pour la première année
enseigne la langue boulonnaise à l'université, 27 étudiants quand même. Ouais. 27 étudiants, donc on a commencé, il y avait 10 inscrits, on arrive à 27. 2 partiels, le deuxième partiel qui arrive, et des étudiants qui sont très très motivés. J'ai été surpris par la motivation, et beaucoup qui vont partir pour être professeurs des écoles, et qui partent avec l'idée de faire de l'initiation dans leurs écoles. Donc, et pour en revenir au public, hein, si je peux me permettre. On revient sur le public, et on va revenir après sur ce qui fait heureusement que le public de maintenant n'est pas le public d'avant, parce que pendant des années, on nous a rabâché, j'ai entendu ça très longtemps, c'est un public vieillissant. C'est un public vieillissant, c'est un public vieillissant, et pourtant il est encore là. Donc c'est pas les mêmes, ceux-là on les a plus, on les a perdus, hein, et je veux dire, ils regardent de là-haut. Donc il y a forcément eu un renouvellement. Et tu peux, et toi aussi Baptiste le montrait, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus dans les spectacles des générations de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'on est arrivé au Quadra, maintenant on a des trentenaires, et hier on avait tout un premier rang d'enfants qui avaient une dizaine d'années. ouais, c'est ça. Voilà, par exemple. Donc ce qui prouve que donc les parents viennent maintenant avec les enfants. Voilà, ce qu'on n'avait pas, peut-être plus à une époque. Et ces enfants sont le public de demain. Voilà, et petite parenthèse supplémentaire, Sylvie est en train de travailler justement ce public enfant avec des écrits qui s'adressent à eux directement et à travers des interventions en médiathèque, demain dans des écoles, pour toucher ce jeune public et le sensibiliser. Puisque mardi, il y a une retranscription du travail fait avec l'école Saint-Patrick au Carissane. Donc ce sont des enfants qui ont écrit des fables, qui ont inventé des fables, qui ont d'abord étudié Jean de La Fontaine, les fables de Jean de La Fontaine, qui ont écrit leurs propres fables, qui sont allés à l'EHPAD Notre-Dame, en partenariat avec donc, les résidents, pour justement qui leur donnent des mots patois, etc. Et moi j'ai mis tout ça en place. Mais les enfants sont très motivés et eux n'ont aucun a priori sur la langue. Voilà. On avait entrepris ça il y a une quinzaine d'années maintenant, plus que ça, une vingtaine d'années, avec Michel Lefebvre. Donc on faisait un peu la même chose intergénérationnelle entre Saint-Patrick, parce qu'il y a la réticence des enseignants qu'il faut réussir à convaincre. Et ils ont dans le public, ils ont des impératifs beaucoup plus stricts que peut en avoir dans le privé. Donc on travaillait également avec Saint-Patrick, et donc au chemin vert, où il y avait encore, je dirais, une population du Thor qui pratiquait encore le patois dans la vie courante quand même. Et les parents avaient adhéré assez rapidement. Et ce qui a été un peu un frein, c'était la manière de transcrire le patois. Il ne faut pas qu'on soit figé sur une manière d'écrire le patois. Voilà. Là, Michel Lefebvre, c'est paix à son âme, mais il avait toujours le truc du « Ah, c'est pas écrit en bon patois parce que c'était pas écrit avec sa méthode ». Et ça répugnait pas mal d'enseignants quand même. Mais c'était plein d'enseignements parce que les enfants en CP, CM1, CE1, ils adhèrent facilement à tout ça. Puis très rapidement, ils apprennent. Bien sûr. Et puis avec les anciens. Alors les anciens, le problème, c'est qu'il y avait déjà, on ressentait quelquefois ces rivalités en disant « Ah non, c'est pas du bon patois, on parle pas comme ça, et qui a ?» Puis là, tu disais « Non, on parle pas comme ça, non, c'est pas du patois, Boulogne, c'est pas comme ça. » Donc il y avait ces trucs-là entre les anciens. On essayait de calmer un peu les esprits quand même. Et les enfants en rigolaient quand même de cet aspect-là. Mais c'était plein d'enseignements. Par contre, c'était dur à faire perdurer parce qu'il y a cette transmission qui est uniquement orale. Et après, on interdit aux enfants de parler patois, quoi. Moi, ma génération à l'école, surtout moi, parlait patois. Et quand on a ouvert l'école de patois avec Michel Lefebvre en 94, les premiers élèves qu'on a eus, c'était des enseignants en retraite. C'était tout le paradoxe. Ils disaient toute notre vie, on a empêché les enfants de parler patois, et puis maintenant, on est bien content de venir au patois. Et par contre, ça a ronronné pendant 4 ou 5 ans avec les mêmes élèves. Mais c'était fort intéressant quand même. Mais c'est tout le processus inverse qu'il faut faire. Voilà. Et puis on en parlait avec Kenji, on en parlait tout le monde ensemble. Ce qu'il y a aussi, c'est que le patois ne perdure pour l'instant que par l'humour. Et l'humour étant toujours considéré pas comme de la culture, c'est aussi voilà. C'est ça aussi qu'il faut gommer, quoi.
on va aborder cette question un peu plus tard. Effectivement, il n'y a pas que le spectacle pour entretenir une langue, la faire vivre et la transmettre. Pardon, donc on y reviendra. On va revenir sur quand même ce qui fait une revue locale. On a parlé de la satire, d'accord. Il y a aussi une grande place à la musique, à la chanson, à la parodie dans ce domaine-là aussi. Comment vous travaillez les uns et les autres là-dessus? On choisit un répertoire quand. En tout cas, là j'ai eu l'occasion d'expérimenter. On fait une structure. On dit bon là ça va jouer, là il faut des temps de respiration. Et souvent la musique apporte, dans une revue, apporte un peu ce temps de respiration. Donc voilà, on a fait des situations très comiques ou plus ou moins intenses. Et maintenant on va faire moi je le vois comme un temps de respiration, de transition aussi. Ça permet de faire des transitions dans les scènes et puis ça conclut, ça donne des belles perspectives. Alors, comment on choisit son répertoire, comment on parodie les chansons? C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de techniques. En tout cas, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal au départ à écrire les parodies et au fur et à mesure de l'écriture, à la fin, j'écrivais beaucoup plus facilement des parodies de musique. Et donc, sur le choix, en fait, il y a le côté, il y a la contrainte, il faut que ce soit de musique qui reste dans la tête en fait. Il faut que ce soit des mélodies simples, connues, des mélodies populaires. Connues pas forcément, mais parce qu'il peut y avoir des créations, mais effectivement très simples à retenir et très entraînantes. Avec un verre auditif. Voilà. Je me permettrai d'ajouter, pour moi, c'est surtout le moment aussi où il y a un échange avec le public. C'est-à-dire si le public peut reprendre le refrain, peut taper dans les mains, tout ça, c'est là qu'il y a une interaction beaucoup plus forte avec le public. Et ça, c'est essentiel. Je pense qu'il y a des affinités, les goûts personnels des auteurs aussi. Je pense à Dominique Pour, donc l'auteur de la revue boulonnaise. En fait, quand on voit dans le répertoire des revues boulonnaises, il y a beaucoup d'héritage de l'opérette, par exemple. Par exemple, parce que lui, c'est son truc, on trouve beaucoup d'opérettes, beaucoup de musique espagnole, par exemple. Exactement. Parce que ce sont ses domaines, Dominique vient de l'opérette. Exactement. Il est très attaché à l'Espagne, donc en fait, il y a beaucoup plus de parodies d'ici. Et puis voilà. Mais maintenant, on s'attelle aussi à essayer de trouver des chansons plus modernes, plus connues, pour justement intéresser un public plus jeune. Donc on s'attelle aussi à ça aussi. Après, il y a la tradition aussi. Voilà, on fait un mix des deux. Et la tradition de la revue, c'était toujours un tableau, une musique, une chanson, un ballet. Un tableau, une chanson, un ballet. Donc c'est pour ça aussi ça a toujours été plus ou moins, on n'a jamais cassé ce code-là. Pas trop, on dépoussière un peu, mais on garde les basiques. Voilà. Ça, c'est un travail d'écriture, c'est un travail de mise en scène aussi. C'est un choix aussi. Au niveau de la mise en scène, est-ce que ça évolue? Au niveau du jeu d'acteur, est-ce qu'il y a eu aussi une évolution? Comment vous travaillez sur ces plans-là? L'évolution, on a vu que, tu parlais de Dominique Pour tout à l'heure, à un moment donné, Dominique, quand il a repris les revues après Gus, où il réécrivait, il a voulu partir un petit peu plus dans des revues, pour les avoir vues, un peu plus cabaret. Et on s'est aperçu au niveau du public que c'est pas ce qu'il attendait. Et aujourd'hui, on revient un petit peu sur la formation traditionnelle depuis que vous êtes arrivé, 2019, tout ça. Et là, on voit que le public revient. Il a besoin en fait de garder quand même certaines, à mon sens, de ce que j'ai pu observer, d'avoir certaines barrières, certains cadres, et il se conforte de ça. C'est un phénomène qui s'était déjà produit précédemment avec Jean Jarret, quand il a abandonné la revue pour partir à Paris faire des musicals. Quand il est revenu, les revues ont été différentes. Il avait introduit une part de musical, des spectacles musicals. Et par contre, en parlant des thèmes, je dirais, classiques des interventions dans les revues, on dit un texte, une chanson et puis un ballet, c'est souvent une histoire de mise en scène qui oblige ça, de manière à changer le décor et tout ça. Et là, au Portel, cette année, mais on voit à d'autres endroits déjà, on évite cette histoire de décor avec des projections directes. Donc il n'y a plus du changement de décor comme auparavant, qui demandait une manipulation importante au théâtre par exemple. Donc il y avait la nécessité de ballet ou d'intermède qui permettait de faire évoluer les décors. Oui, c'est ça. Et puis quand on assemble, c'est un peu comme un puzzle aussi, on dit bon là on a écrit ce sketch-là, on a écrit cette chanson-là, bon comment on assemble, dans quel ordre on met, est-ce qu'on rajoute quelque chose, et on se dit bon et aussi on sait qui va jouer, parfois on sait que ce texte-là il est fait pour une personne, peut-être pas, on va parler d'écriture un peu proprement sur mesure en fait, et on se dit bon
on sait que si on met ces deux scènes-là côte à côte, ça va pas parce que on le sait déjà techniquement, il faut qu'ils se changent. Il faut qu'il y ait un changement de costume, et puis il va falloir changer de décor, et puis donc c'est là où on commence à dire, on sait qu'à ce moment-là, va peut-être falloir mettre un petit dialogue avant, ou est-ce qu'on mettrait pas une chanson là c'est... Et l'intérêt d'une chanson, c'est que si c'est un audio plus fort, c'est-à-dire que les gens, s'ils retiennent le petit refrain ou tout ça, ils ont un audio, ils repartent avec un audio dans les oreilles. Et c'est toujours bon justement pour transmettre la langue, d'avoir un audio. S'ils sont endormis dans le sketch, au moins ils se réveillent. C'est vrai que les chansons... Il y a des chansons qui restent. Très important. Il y a des chansons. Avec Michel Lefebvre fait un travail énorme de collectage des chansons locales, des chansons en patois. Et je dirais, les 3/4 de ces chansons sont issues des revues. Bien sûr, et de toute façon, les revues. L'équipeur, Tire à la vête des gammes. Les revues de Jarret, à la fin, les gens achetaient les 33 tours. Sûr. Je veux dire, moi je me souviens, enfant, à la maison, il y avait un 33 tours, et j'ai un air comme ça d'une chanson de Jarret, que j'ai dans la tête comme ça, c'était. Est-ce que c'est pas d'être revenu? Les répertoires en patois actuels. J'ai les 4 phrases et je les ai comme ça instantanément. Parce que c'est pas d'être revenu, pas sur on vous attend depuis. Ah, c'est sûr, êtes-vous bien revenir? Ah, tout ça nous fait pas plaisir, mais c'est pour savoir. C'est pour te vexer. Mais quand est-ce qu'on parle? C'est marrant, c'est drôle, tout est dit dans les 4 phrases. Ce qui est marrant, j'ai remarqué un truc, c'est que les gens sont attentifs à la musique et pas forcément aux paroles. Pas toujours aux paroles. Et pourquoi je m'en suis rendu compte? Parce que il y a une chanson de Georges Larrey qui a écrit Ma Boulonne, et il y a une musique de Ma Boulonne, et il y a une revue, je ne sais plus laquelle, qui est en 80 et quelques, où il reprend les mêmes paroles sur Aimer la vie de Julio Iglesias. Et c'est les mêmes, c'est l'identique. Hein. Et j'ai dit, c'est marrant parce que est-ce que les gens se sont rendus compte que c'était les mêmes paroles sur 2 musiques différentes? Stéphane Barthélemy, vous avez une question? Non, c'est vraiment une toute petite question. Vous disiez le public aime ou n'aime pas telle mise en scène. Mais le public, il vient exclusivement du Portel, ou bien est-ce qu'on vient de loin, de Lille par exemple, pour voir... Alors, vous savez, c'est un petit peu tout bien. Alors, pour Boulogne, je pense qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Mais souvent, on s'aperçoit que même les gens qui viennent de loin ont des racines boulonnaises quelque part. Et reviennent dans la famille, ils reviennent. Ce sont des expatriés, des gens qui ont fait leur carrière ailleurs et qui reviennent, même rien que pour la Boulogne, ils reviennent dans la famille pour venir à la revue. Et je pense que la force et la réussite de la revue du Portel, c'est parce qu'elle a été écrite pour des Portelois, pour le Portel. Même si elle peut intéresser, bien sûr, même si elle va faire venir des gens d'extérieur, seuls des Portelois auront 100% de la revue. Et c'est ça. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt autre. Ça ne sert à rien de faire la revue du Portel si c'est pas pour les Portelois. Bien sûr. Il faut se rendre compte à un moment donné qu'il y a de ça encore, je suis sûr encore maintenant, il y a des gens qui ne vont au théâtre une fois tous les 2 ans que pour voir la revue. Et ils vont voir aucun autre spectacle. Parce qu'ils ont l'impression que les autres spectacles ne sont pas pour eux. Voilà. Et c'était Jean Jarret qui disait ça, il disait il ne faut pas oublier que là dans la salle, on a des gens qui viennent que pour la revue, qui ne mettent jamais un pied dans un théâtre ou quoi que ce soit. Moi qui suis natif d'Étaples, les seules fois où on venait au théâtre, c'est quand à Étaples, il y avait un bus qui était organisé pour venir à la revue à Boulogne. Ouais, c'est ça. Ça c'était clair. Et d'ailleurs, il y a encore ça, il y a encore des bus terribles. Mais on n'allait pas au théâtre autrement. À Étaples, il n'y avait pas de théâtre à cette époque. Donc il y a encore des bus qui viennent un peu partout. Un double événement. Mais voilà, parce que Boulogne rayonne plus, c'est normal. Boulogne, c'est aussi la Cape, quelque part, hein, ça rayonne. Mais le Portel n'aurait aucun intérêt à faire ça. Et nous, la Capelle, on faisait la revue de la Capelle, on parlait bien des gens de la Capelle, même si on faisait des sketchs un peu plus bateaux, un peu plus parce qu'il y avait des extérieurs, parce que la Capelle était trop petite pour remplir toutes les 9 séances. Mais elle doit avoir son identité, autrement ça n'a pas d'intérêt. Donc on peut moderniser donc une revue, mais il ne faut jamais qu'elle perde son âme, et en tout cas son identité. C'est racine. C'est racine. Il y a une codification, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, il y a un tableau de chansons à ballet, et ça c'est complètement respecté. Non, c'est pas toujours dans cet ordre-là. On peut des fois venir à un sketch, il n'y a pas de chanson, la chanson arrive après, etc. Mais une revue sans chanson et sans ballet, c'est plus une revue non. Ah oui, bien sûr. C'est plus une revue. C'est un ensemble. Ça devient un spectacle, ça devient autre chose, mais c'est pas une revue.
une revue à ces trois éléments-là. Voilà. Oui, quand on reprend toutes les revues boulonnaises, Hein? il a resté plus de chansons que de sketchs. Bien sûr, Par contre, il y a Bien des sûr. sketchs qui ont marqué, mais sûr. très peu quand on regarde. Bien sûr. Un Mais c'est histoire petit. sous les toits, par c'est exemple. l'intérêt des chansons, c'est que ça Il y a que reste. ça qui est et resté, que- alors qu'il y a eu plein de choses à côté qui ont passé inaperçues. Et Enfin, des- qui n'ont pas resté dans la Bien mémoire. sûr. Et les chansons après qui peuvent être chantées lors de fêtes populaires, voilà. Qui peuvent être C'est la- prises dans d'autres. C'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Non, puis ce qu'il y a, c'est qu'avant, on faisait des livres, encore maintenant, les livrets de revues, on reprend les chansons, on reprend les sketchs. Voilà. Donc Bien sûr. les gens, ils repartent Regarder chez eux, avec la ils chanson. ont les paroles avec Bien sûr. la musique originale. Et donc, à rentrer chez eux, ils peuvent apprendre le livret puis chanter dessus. Ouais, c'est Donc, ça. c'est ça aussi qui a fait que les chansons ont aussi Bien sûr. perduré, contrairement aux sketchs. Bien sûr, les sketchs au repas de famille, les gens, je vais Voilà. canter le chanson de la revue. Ça a, Voilà. été, ça a été une critique des dernières revues, d'ailleurs, enfin des dernières, d'une certaine époque, il y a 10 ou 15 ans en arrière, c'est que le programme ne reprenait que la chronologie des sketchs et tout ça, sans parler des chansons et Ouais. tout ça. Alors qu'avant, il y avait toutes les chansons qui étaient reprises dans les programmes. Maintenant, on les remet. Oui, oui, ça a été le cas, il y a longtemps, tout est remis. J'ai mis toutes les chansons sur ce film. On va aborder un nouveau chapitre maintenant, si vous le voulez bien. Donc, entre tradition et modernité, va-t-on vers une patrimonialisation des revues et de la langue? Voilà. Et comme première question, donc l'oralité face à l'écrit, comment transmettre sans trahir? Qu'apporte donc le patois, la langue boulonnaise, le picard boulonnais, on l'appelle comme on veut, dans une revue? Quel est c'est quoi le petit plus Bah, c'est ce qui fait son identité. C'est-à-dire, on fait les mêmes sketchs, on ne peut pas parler des gens en patois, ils ne sont pas typés. C'est ce qui les habille. C'est ça qui va donner, C'est ce qui les habille. ça qui va donner la couleur locale en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, La marine boulonnaise, voilà, pour représenter la marine boulonnaise, bah, faut utiliser voilà. pardon. C'est la caricature, ça reste Voilà, les gens. et on Ça reste caricature. les gens du peuple, les gens du terroir, etc. Quelque part, ce sont des grosses ficelles, hein, c'est-à-dire c'est la France d'en bas, on va dire, qui critique la France d'en haut, les élus qui disent, là, grosso modo, c'est ça. Et voilà, c'est... Oui, le patois a toujours eu l'image c'est un langage populaire, Bien donc sûr. un langage du peuple, c'est vrai. Et actuellement, si on veut encore entendre parler patois, il faut graviter autour du port ou à Capécure. Bien sûr. Si vous allez dans Boulogne même, dans Haute-Ville, vous entendrez très peu parler patois. Alors que sur le port à Capécure, on parle encore patois dans la vie courante, avec des petites nuances. C'est quelque chose du français déformé d'ailleurs, il n'y a pas toujours que du patois. C'est avec le temps, le patois évolue comme le reste. Et comment, moi je me souviens quand je suis arrivé à Équien en 89, quand on a acheté Équien, et j'allais voir une paire d'anciens marins d'Équien comme ça, avec une terre douce, parce qu'il fallait rentrer dans le milieu, et je comprenais rien. Alors que j'avais la prétention quand même de parler patois depuis longtemps. Et c'est dire que le patois fait aussi qu'on a une manière de parler différente selon le secteur. Non, Ça, c'est clair. c'est vraiment communautaire. Voilà, c'est communautaire. C'est communautaire. Et quand je suis arrivé à Lille, ils m'ont dit « Ah, vous êtes du littoral, vous ne parlez patois. » J'avais une intonation patois. Puis c'est paradoxe, quand je suis revenu de Lille, on me disait « Vous êtes du Nord. » T'as jamais trouvé de place. La langue s'habitue, mais ça climat. Non, mais c'est dire que de s'adapter, je dirais, aux gens, à discuter avec les gens du cru, je dirais, déforme aussi la manière de parler, quoi. Bien sûr. Alors on a parlé de la nécessité de travailler sur la satire, sur les chansons parodiées, un peu sur la mise en scène quand même. La question a été posée, mais on n'est pas rebondi sur l'acteur. Le plus de l'acteur, qu'est-ce qu'il a à jouer, qu'est-ce qu'il a à incarner, le comédien, dans un spectacle patoisant? C'est soit il représente, soit il se réapproprie un archétype de personnage qu'on trouve dans l'ensemble des revues. Donc typiquement ce sont les commères. Exactement. Ce sont les commères et puis c'est le couple de Matt. Enfin, Et les commères toujours joués par les hommes? Oui. Voilà. Les hommes qui jouent. Ça, à la revue, les commères, ce sont des hommes. Toujours des hommes. Voilà. Même si dans d'autres sketchs, les femmes peuvent dire du mal, mais les commères, ce sont des hommes. Voilà. Le tri des trois grâces. Ah oui, ce sont ouais. des hommes. Voilà, c'est Félix Valette qui avait introduit ça. C'était les commères actives. Et ça, c'est vraiment les commères. C'est-à-dire les commères, ce sont des hommes. Voilà. Oui, c'était Valette, Potvin et Jarret. Et puis le couple de donc ici de matelots, emblématique, donc Baptiste et Isabelle. Oui. Voilà, et ça,
si on s'imagine une revue dans une autre région, on pourrait imaginer un autre couple de personnages. On pourrait imaginer un couple breton, on pourrait imaginer un couple alsacien, ça pourrait être tout à fait intéressant. Donc on a ces archétypes-là, et puis après, pour les autres, si j'ai envie de dire, s'ils n'ont pas ces rôles-là, c'est... Et je dirais même, on a l'archétype aussi de la femme qui commande toujours l'homme. Oui, aussi. À la rue, c'est toujours la femme du chef. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, c'est l'homme qui commande quand la femme elle n'est pas là. Parce que dans la vie, c'était comme ça. Parce qu'à l'époque, dans À la la monnaie, mer, c'était ça. Le marin était en mer, c'était la femme qui gérait tout. Donc on a gardé ça. Donc c'est toujours la femme qui est maîtresse femme. Après, en tant que comédien, je pense que le principal, c'est d'être authentique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, lorsqu'on fait du spectacle patoisant, il faut vraiment qu'on ait ça dans les gènes. Il ne faut pas que ce soit un truc qui soit un petit peu... Alors, j'aime pas dire ça parce que ça nous a vachement servi, mais quand on regarde Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, on voit des comédiens qui ne sont pas forcément locaux et on l'entend leur parler. Et on sait que... Voilà. Et il faut que ça soit quelque chose qui soit dans les gènes. Il faut que... Parce que le public vient chercher ça aussi, vient chercher de l'authenticité. Et il faut que ça sonne juste. Ben c'est ça, et c'est là, avant de parler de personnages avant de parler de ça, je pense que déjà il faut vraiment qu'on ait ça, que ça soit d'un naturel et le public il va s'y retrouver. Si on commence à avoir un patois qui est pas authentique ou tout ça, les gens ils vont dire tiens, c'est pas normal, il y a quelque chose, ça frise à l'oreille, c'est pas... voilà, et donc ça c'est... Même si on n'a pas toujours le même. Même si on n'a pas toujours le même, parce que c'est naturel. Je veux dire, quand tu vois Gus qui avait un patois plus sec, un patois des campagnes, et pour autant c'était un patois qui quand il le parlait, mais ça passe pas, c'est toi. Et Christian qui est un petit peu le même aussi, ça passe, ça revient, parce que c'est naturel. On sait qu'ils vont pas le chercher, c'est là le sang. Et c'est pour moi la première des choses quand on est comédien dans une revue patoisante, c'est d'avoir ça dans le sang. Après on peut l'apprendre, mais il n'y aura pas toujours ce petit côté, voilà, c'est la première des choses. Et puis après, ben voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle, des réflexions sur cette première partie autour d'une revue, de son interprétation, de sa fabrication, de son interprétation? Est-ce que vous avez des anecdotes, des souvenirs, des questions à poser avant qu'on aborde un autre point de vue? Juste un petit retour en fait sur le fait d'une redynamisation finalement des revues, etc. Je vais prendre un petit parallèle par rapport au retour aux traditions. Je vais prendre le parallèle avec le carnaval portelois. Pendant des années, on a ce domino, on ne le voyait plus. Et là, de nouveau, on voit des dominos, etc. Et je pense qu'on est sur une période où les personnes, les expatriés, ont besoin de retourner aux racines. Alors, parce que c'est ces périodes un peu sombres qu'on a passées, etc. Que les gens ont besoin de se retrouver chez eux et s'enraciner de nouveau. Et donc, c'est vrai que moi, pour le vivre au moment de carnaval, on se rend compte qu'on a une jeune génération. Donc là, on est sur 2 générations après moi, forcément, ça passe. Mais on se rend compte qu'il y a un renouveau, il y a vraiment, ils ont envie de retrouver cette identité sur laquelle ils viennent, quoi, et leurs parents viennent. Et là, je prends l'exemple de la rue du Portel. Hier, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui habitaient le Portel, qui sont parties pour une raison ou d'autre, que ce soit professionnelle ou autre. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ça, et nous aussi, de ça. Et je vais me permettre parce que je vois qu'on a un jeune parmi nous, moi je le vois avec mes fils Une de 3. qui ont... Ouais, non. 1, 2, 3. Moi je le vois avec mes fils qui ont à peu près la tranche d'âge, une vingtaine d'années. Il y a un besoin. On part dans le virtuel, dans le visuel, dans le bazar, dans le machin, et au bout d'un moment, on a besoin de se reconnecter, d'avoir une communauté, de retrouver d'où on vient, etc. C'est certainement le monde actuel qui fait ça, mais je crois vraiment, et moi c'est pour ça que j'étais confiante quand on a fait le réseau, tout ça, j'étais persuadée que c'était quelque chose qu'on vivait encore, mais qu'on vivait caché, qu'on vivait que dans la famille. Et la dernière fois, ils avaient fait un spectacle à Huisne. Et il y avait, je sais pas, 5-6 couples trentenaires qui étaient là, qui sont venus en groupe, qui ont fait une sortie entre copains.
là-bas à Huis pour voir un spectacle patoisant, qui sont restés à la fin. Et on le voit de plus en plus. Et je le vois dans les lectures. Des jeunes parents qui viennent avec des enfants, notamment. La dernière fois, c'était des parents, des jeunes parents, qui savent qu'avec leur travail, ils vont être mutés, qu'ils vont changer de région. Et qui voulaient absolument que les années passées ici, qui n'étaient pas leur région d'origine, que les enfants gardent une trace. Et je pense que cette génération-là a besoin de retrouver quelque part des racines. Ils sont complètement perdus, chamboulés, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est ton ressenti, et si jamais tu veux nous le faire partager. Oui, moi après, la revue, c'est toujours pour moi une passion. Et d'ailleurs, avec Arnaud Hubert, j'ai assisté à la revue. D'accord. Je suis monté sur scène l'année dernière. D'accord. Et pour moi, ça m'a pris le truc et j'ai sur l'ensemble. D'accord. Vraiment. Et pour rebondir, et puis aussi sur ce que disait Maxime, puisque tu parlais du carnaval, Oui, voilà. il y a quelque chose qu'on a observé avec Nathalie Gothard et Sylvain Barthélemy qui était au Portel pour observer le carnaval de Portelois. Donc quelque chose que j'ai remarqué, c'est pour connaître un petit peu les gens qui y étaient, c'était qu'on a encore beaucoup de gens qui sont dunkerquois, mais dans la bande de Domino, en fait, ce sont que des gens qui étaient au lycée ou au collège avec moi. Donc en fait, je me dis, en fait c'est bien, là, il y a un petit groupe, c'est le groupe de Pierre Bourguin, Pierre Libert et tout ça. En plus, c'est des noms bien portelois. Voilà, et cette bande-là, en fait, ils reprennent l'initiative là sur l'ensemble du carnaval portelois. Au brûlé, c'était eux qui menaient la marche, et c'était en domino. Et ça fait plaisir, du coup, ça fait. Bon, pour ça, on est confiant justement parce que cette génération auquel j'appartiens, en fait. Bon il y a un vivier. Il y a un vivier et il faut s'aider parce que forcément ça se réduit. Il faut s'aider de ces gens-là, ils sont clairement identifiés. Voilà. Aujourd'hui, on parle du patois, c'est des gamins dans certaines situations, ils passaient du jarret, quoi. Cavatulier, parce que ils ont vraiment un sentiment d'appartenance. Pas qu'au Portel, on parle du carnaval, mais dans sa généralité. Et derrière ça, il y a aussi le patois, ce qu'on est en train de dire. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas mort. Voilà, et je pense que le fait qu'il y ait des tables rondes, qu'on en parle, qu'il y ait des spectacles, qu'il y ait des cours à l'université maintenant, ça désinhibe tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, on retrouve une certaine fierté. On casse des codes. On casse des codes, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus honte de dire bah oui, je fais ci, bah oui, je fais ça, bah oui, je parle pas toi, bah oui, je fais ci, bah oui, je fais ça. Et c'est ça. Et c'était quelque chose qui était encore là, comme un feu qui couvait. Et si on va un petit peu souffler sur les flammes, là, voilà. Il y a. Voilà. Puis après, je pense qu'on est aussi des. Non, pardon, non, je ne veux pas. Non, mais en vous écoutant, je pense à des situations que j'ai vues ailleurs en Picardie et en Bretagne, où il y a toujours remarqué qu'il faut du temps entre une pratique et sa valorisation, et que souvent, le temps des grands-parents, où les grands-parents parlaient boulonnais, parlaient breton, les enfants, au contraire, ça sert de repoussoir, parce que c'est un symbole d'arriération, et c'est la génération des petits-enfants qui, au contraire, valorise. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Après, je pense qu'il y a deux facteurs. Nous, on est aussi un peuple, je parle du Picard, mais comme les Bretons, comme les Corses, comme les Basques, où on est très attaché à nos racines. En fait. Je pense qu'en France, il y a aussi des peuples où ils sont peut-être un peu moins attachés, où c'est moins. Mais je trouve qu'on est vachement ancré. Alors, est-ce que c'est partout? Je sais pas, mais je sais que les exemples-là qui me viennent en tête. Et puis après, le truc aussi qui a fait par rapport aux deux générations, c'est qu'on était sur une génération de grands-parents, les enfants qui allaient à l'école, l'éducation nationale qui a fait le boulot en disant faut pas parler patois, c'est vulgaire, c'est ceci, c'est cela. Donc cette génération-là. Et ensuite les enfants, où là on se dit attention, on est en train de perdre la langue, on est en train de fermer. Et c'est pour ça que je disais, quand Sylvie a commencé à créer ses livres, tout ça, j'ai eu ce recul en disant c'est vrai que là on est en train de faire un truc pour que les grands-parents lisent aux enfants, mais si derrière on n'impacte pas les parents, on va faire chou blanc. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de trouver comment cette génération qui est la mienne, donc de jeunes trentenaires, comment faire en sorte que cette génération va impliquer justement les enfants pour pas entre guillemets saboter le travail qu'il y aurait entre les enfants et les grands-parents. Et l'importance que vous avez aujourd'hui, c'est que, on le faisait remarquer tout à l'heure, j'ai 45 ans, donc moi mes grands-parents, j'ai chez mes grands-parents, ça parlait pas toi. Donc c'était naturel, j'étais formaté comme ça.
les années passant, le monde professionnel évoluant, le flux des personnes, etc., bah, ça devient moins naturel. Oui. Et maintenant, même moi, si à la maison je parle encore patois, voilà. Aujourd'hui, si on n'a pas des démarches comme la vôtre, bah, c'est là où, avant ce qu'on faisait naturellement, bah, derrière ça va être perdu. Et c'est pour ça que les démarches comme les vôtres, c'est merci, quoi. Enfin, déjà merci, que ce soit les revues, les démarches autres, les cours qu'on puisse donner. Mais il y a aussi aller chercher ce collectif de jeunes qui c'est Brest. C'est ça. Et là, je pense que. Et là c'est Brest, il faut qu'il y ait du monde qui alimente. Et ça, tout le monde peut le faire à sa manière. Mais c'est ça. Il faut retrouver cette fierté de notre langue. C'est tout. Il faut parce que ce qui a fait du mal, c'est que ça a été considéré, et ça l'est encore, comme un ascenseur social de ne plus parler. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut gommer. Et donc quand on arrive à faire comprendre aux parents que dans la langue il y a des racines, parce que pour avoir fait des lectures, peut-être voir, le grand truc c'est où quand on fait des salons du livre, on approche, oh non, pourquoi apprendre le patois aux enfants, ils ont déjà pas du mal à l'orthographe, c'est pas ça qui va les aider. Et c'est là qu'ils ont rien compris, c'est-à-dire que dans notre patois, il y a des racines par rapport à l'orthographe qui n'auraient pas dans tous les anglicismes. Les anglicismes, les enfants l'intègrent tout de suite. Je kiffe, le smile, etc. Et ils l'orthographient correctement. Pourquoi? Parce qu'ils le voient partout. Le patois, on ne le voit plus. Mais quand je dis aux parents, par exemple, nous, pour jambe, on dit gambe. Donc on dit jambe, on dit enjambé, mais on dit gambadé. Ça ne vient pas de nulle part. Déjà là, on s'interroge. On s'interroge. Si après je poursuis, par exemple, nous on dit canter, on dit pas chanter, on dit je cante. On dit un chanteur, mais on dit une cantatrice. Oui, puis pour latin, cantar. Voilà. Donc, après, les gens se disent, ah bah oui, peut-être que. Donc, voilà. Moi, je reviens sur le patois aussi. C'est que il y a une génération qui avait honte de parler patois. Bien sûr. C'était péjoratif. On a tellement dit, bah non, c'est pas bien, c'est vulgaire, c'est ceci, c'est cela, que moi, ma génération avait honte de parler patois. Oui. Parce que c'est l'éducation nationale qui a fait ça. Voilà. Aujourd'hui, parler patois, c'était un signe de mauvaise instruction. Voilà, parce que quelqu'un qui parlait patois, c'est qu'il n'avait pas fait d'études. Donc on disait, il faut gommer ce patois, parce que sinon on va dire, t'as pas fait d'études. Mais l'autre coup, j'étais à la table, j'ai une gamine qui parle patois, une femme me dit, ah non, parle pas. On l'a vu à Margat, il ne fallait pas qu'elle recommence. Une semaine après, elle est tombée les escaliers, elle s'est cassé sa pied. Non, mais parce que je défends ma langue. Un signe, sans doute. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà commencer par là, en fait. C'est vraiment expliquer aux gens que non, c'est pas vulgaire, c'est pas le mal parler, c'est juste qu'ils ont été formatés par l'éducation nationale. Alors je vais dire sur la langue, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça dessus, mais sur la langue, qui a fait que on a dit, bah, attention, si tu es bien éduqué, tu ne dois pas parler le patois, parce que ceux qui font des études parlent bien le français, mais en fait, c'est faux. Si je parle anglais, alors dans ce cas le français aurait très bien pu ne pas être la langue nationale. Oui, ça aurait bien pu être le boulot. François Ier, il serait pas né, on parle au Picard en France. C'est un peu ce qui a fait que le Picard ou notre patois ici est devenu, qui n'a pas été longtemps considéré comme une langue régionale, c'est que c'est le Picard qui a servi à établir la langue française. Un Francien qui a donné. Après, il y a eu le traité de Villers-Cotterêts qui interdisait les langues régionales, après Napoléon III qui n'en voulait plus non plus. Il y a un Boulonnais aussi qui s'est mis de la partie, Donou, tout ça, on interdit le patois, en disant que ça crée des clivages avec des caractères particuliers qui rejettent le voisin, enfin ceci, cela. C'était la République qui voulait unifier tout ça quand même. Mais par contre, le patois, c'est vrai qu'on l'interdisait à l'école, tout ça, mais moi je vois à Étaples, où il y avait encore une communauté maritime fort importante, encore d'ailleurs maintenant, parler patois, c'était faire partie de cette communauté. Si on parlait français, on disait, oh, lui, il parle comme un monsieur. C'est un peu rejeté de la communauté. Et parler patois, c'était appartenir à un fief, à une communauté. Et comment mon petit-fils, il est allé à la pêche cet été,
Ça m'a fait rigoler parce que il avait pêché, il était à la crèche, il avait pêché des chinchards, des poissons, pas content, il a pêché des poissons. Il dit, puis un monsieur qui est venu, alors lui il parle pas à toi, bien sûr, il dit un monsieur qui est venu, qui dit, mais ça devait quelqu'un qui s'y connaissait parce qu'il parlait comme toi de temps en temps. Alors j'ai dit, il parlait comment? Il dit, j'ai pas tout compris, mais il m'a dit, ça, il faut le rejeter parce que c'est pas des bons poissons. Mais c'est dire que, même encore maintenant. Mais j'imagine le choc des enfants à l'époque quand l'éducation nationale est arrivée et qu'on leur a dit, tu parles mal. Ça me fait penser un petit peu à ces enfants qui vont à la cantine, qui sont d'origine d'autres ethnies, et dans leur ethnie, on mange avec les mains. Et qu'on leur dit, mange avec une fourchette parce que c'est sale. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que derrière, ça veut dire que mes parents parlent mal, ne sont pas éduqués, ça veut dire que mes parents sont sales, et il y a tout ce travail-là. Et c'est vrai qu'on disait par rapport aux enfants qu'on peut avoir dans certains quartiers qui parlent le patois, parce que leurs parents leur parlent. Parce que ça, on parle à la maison. Et ben ça les valorise aujourd'hui de pouvoir faire l'instruction du patois dans les écoles, parce que on leur dit attention, ce que tu parles là, tu parles pas mal, tu parles juste une autre langue. Donc tu as un truc en plus que les autres. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux. Et du coup, les enfants se sentent valorisés et ça peut parfois déclencher certaines choses qui vont... donc, je pense qu'on a tout à y gagner en fait. Quand on comprend la démarche, quand on comprend le sens et qu'on voit l'origine des choses, et qu'on veut surtout le faire, parce qu'il n'y a pas une histoire de que de comprendre, mais il y a de la volonté, bah, ça débloque et ça se fait tout seul. On me dit, ouais, mais déjà, les gamins, ils vont parler patois, ils vont plus savoir. Mais attendez, on leur apprend l'anglais à l'école. C'est pas pour ça que quand ils vont à Auchan ou à cater des bonbons, ils vont parler en anglais, on les donne des chouilles ou des machins. Non, ils vont dire le mot des bonbons. Et bien là, ils vont parler patois, ils vont savoir que c'est une langue différente. Et il suffit simplement de leur enseigner que ce qu'ils font, c'est une langue différente. Point. Et nous, on intervenait au chemin vert, à l'école Saint-Patrick, là, et bon, c'est un milieu quand même relativement défavorisé, hein, pour beaucoup. Et il y en a qui étaient bons à rien à l'école. Et là, le fait de parler patois, on faisait des cours de patois, bah, tout d'un coup, le garçon avait des mots. Ah, il parlait ceci, ça, il connaissait. Alors, qui connaît tel mot? Lui disait moi. Ah, tu es regardé par ses collègues. Et les insignes, ils nous disaient après, bah, lui qui était bon à rien, là, il était bon à quelque chose. Et ça l'avait valorisé, donnait la confiance en lui, et il était devenu un peu meilleur dans toutes les matières. Hein. Parce qu'auparavant, il était un peu rejeté de la communauté, je dirais, il n'était pas bon. Quoi. Et là, il était bon à quelque chose, donc c'était quand même quelque chose d'important. La valorisation, c'est un terme important hein, pour notre travail de demain. Ça passera par le spectacle, bien sûr, parce que ça véhicule notre langue d'une manière originale et amusante, mais il n'y a pas que cette voie-là, effectivement, il y a l'enseignement, l'apprentissage, et puis il y a aussi le fait que cette langue, il faudra bien qu'on la voie dans notre quotidien. Et on la verra peut-être dans des magasins en double étiquetage, peut-être sur des panneaux de signalisation en ville. Il va bien falloir à un moment donné qu'on voit le français et le boulonnais clairement affichés, sans honte, de manière claire. Ça se fait ailleurs. Ça c'est bien sûr en Bretagne. Ça se fait aussi. Moi j'ai découvert quelque chose, je crois que c'était l'été dernier, en me promenant dans Capicure, là, il y a une rue où il y a une entreprise, je ne sais plus laquelle, pour les livraisons. C'est marqué l'entrée c'est par ici, pour sortir c'est par là. Mais rien que ça, un truc comme ça, c'est marqué pour les un truc comme ça. C'est marqué en patois. Et puis on a évoqué, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire avec les restaurants, par exemple, comme on rêve, d'avoir des sets de table, des sets de table avec, voilà. Ça, c'est un travail que nous devons mener, nous, au réseau d'acteurs pour la promotion de la langue boulonnaise. C'est tout le chemin qui nous reste à parcourir, mais pas seulement que les membres du réseau, parce que les membres du réseau, en gros, ils sont là, avec nos membres d'association, mais c'est aussi avec vous. Il faut que ce message-là, il soit véhiculé à l'extérieur, auprès des élus, de l'administration, de tous ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, leur faire passer ce message. C'est notre combat d'aujourd'hui. Oui. J'ai une petite question par rapport à ça, avec ma casquette d'adjointe à la culture. C'est qu'est-ce qu'on peut vous amener, nous, en tant qu'élus, par rapport aux actions qu'on peut mener au quotidien, pour justement, en fait, emmener le maximum de monde dans la boucle. Alors, une chose très simple, le réseau qu'on évoque là depuis tout à l'heure va adhérer à l'agence régionale pour la langue picarde.
c'est cette agence qui a beaucoup œuvré pour que le picard soit reconnu parmi les langues étrangères, parmi les langues régionales, parmi d'autres langues, voilà, en 2021. Depuis 2021, oui, voilà. Donc, cette agence propose entre autres une charte aux collectivités qui veulent s'engager plus loin dans l'intégration et dans la diffusion, la valorisation d'une langue régionale, comme le picard. Voilà. Donc en passant par cette charte, effectivement, il y a possibilité, en remplissant bien sûr un cahier des charges, différentes étapes. Donc ça, on peut vous mettre en relation sans problème avec l'agence régionale. En sachant, si je peux me permettre, Philippe, que dans cette charte, on ne doit pas remplir toutes les cases. Certains, je ne sais pas, on peut choisir, voilà. Il n'y a pas tout à cocher. C'est pas si lourd que ça. Non, voilà. C'est pas si lourd que ça. Mais si toutes les communes se disaient, tiens, voilà. Et si on adhérait à cette charte, eh bien ça, d'un seul coup, on verrait la différence. Si par exemple, je veux dire, on va prendre un exemple comme ça, si toutes les communes, si toutes les communes de la CAP disaient, allez, on signe tous la charte, ça ferait un gros coup de... S'il y avait une décision communautaire, ça réglerait le problème très vite. Hein. Et après, les interventions dans les médiathèques, dans les écoles. On a fait nous, par exemple. Par exemple. Alors, tout à fait. Donc, la quota. Oui, je voulais vous, en termes de valorisation, j'ai oublié de dire le principal tout à l'heure. En fait, nous, toutes les trois, avec Tiffaine Barthélémy, Sofiane Serrier, en fait, on est financés par la région. Donc nous, on est universitaires, on vient de l'université d'Amiens et de l'université d'Artois, et en fait, on a un financement région en France pour justement rendre visible ce qui était considéré comme invisibilisé. Donc ça, c'est le premier volet. Et comment on fait ça? Bien, on vient vous rencontrer, on travaille avec nos informateurs, nos informatrices. Et puis là, nous avons un projet en fait de mise en visibilisation via un site web qui s'appelle patrimoineinvisible.com, où la revue portelloise va être représentée, le portel, etc. Enfin voilà, c'est en construction. On a donc embauché Baptiste aussi pour ça. La deuxième chose, c'est que moi je dirige une société savante, c'est une association de chercheurs qui a été reconnue ONG pour la diffusion et la promotion du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Et à ce titre, en fait, lorsque j'ai commencé mes terrains avec mes collègues, toujours sur des projets financés, j'ai fait des photographies, des petites vidéos, dont une petite vidéo de l'entrée des géants bâtisse Isabelle à Boulogne pendant la fête de la Beurrière, et une photo du carnaval de Dunkerque qui ont été sélectionnées par le ministère de la Culture pour représenter le patrimoine culturel et immatériel de la France au G20 à Delhi en 2023. Donc en fait, vous allez me dire quels effets à terme, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir un tourisme, peut-être que c'est aussi une sorte de levier d'action pour lever des subventions, je crois qu'il en a été question, on en a pas vu. Donc voilà, en fait, oui, on parlait aussi tout à l'heure du patois, de l'intérêt d'apprendre le patois, mais aussi il y a des enseignants à l'université qui s'intéressent au patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire les savoir-faire, les traditions, et pas avec une position de surplomb, on n'est pas là en train d'étudier la population avec une loupe, mais en donnant vraiment la parole aux communautés. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça que, les listes du patrimoine culturel immatériel promues par l'UNESCO, c'était vraiment de donner la parole aux communautés et que ce soit les communautés elles-mêmes qui s'emparent des outils qui existent pour valoriser leur patrimoine. Voilà. Et si je peux me permettre, parce qu'on vous entend parler de tourisme, ça me fait... Voilà, il y a un levier aussi très important, notamment pour les communes, c'est le tourisme. Parce que quand on va en vacances, nous, qu'est-ce qu'on cherche? Un truc authentique, une visite. Et il faudrait qu'on ait ça ici aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait que les visites soient proposées en langue régionale. Ouais. En direct, s'il y a des personnes pour le faire, ou au moins avec un audio. Mais il faut tout ça. Ça peut se faire avec nous, puisqu'on avait envisagé ce genre de... Voilà, parce que le tourisme, par contre, est un levier. Et en plus, je veux dire...
c'est aussi une publicité, en fait. Je veux dire, en tant que touriste, les gens, ça va les attirer. C'est un plus en plus pour, je pense, c'est en interaction, quoi. C'est un, je sais pas comment dire, mais ça marche dans les deux sens. Ouais, le fort de la crèche m'avait demandé de... Bon, ils ont un petit dépliant qui explique, à ceux qui ne veulent pas prendre de guide, ils ont un petit dépliant qui explique tous les différents postes qui existent dans ce fameux fort de la crèche. Et le président m'avait demandé de le faire en patois. Donc j'avais fait en patois et il m'a dit que c'est le prospectus qui partait le plus. Oui. Les gens veulent le garder. Bien sûr. Et en journée du patrimoine l'année dernière, il y a le parc naturel qui a rue de Mille où j'habite, qui ont mis des panneaux donc, sur certains lieux touristiques, en français, enfin, mais on m'a demandé de faire une balade comptée au cadre du patrimoine que j'ai fait en patois. Et ben dans le public, il y avait des jeunes, des gens qui n'étaient pas justement du coin et qui venaient uniquement parce que c'était en patois. À une époque sur Vimereux, je faisais des visites de Vimereux en patois, juste après Bienvenue chez les Ch'tis. Et je pense que c'est là où on a loupé un peu le truc. C'est que à ce moment-là, on avait une lampe de lancement en fait. On a beau dire ce qu'on voulait sur Bienvenue sur les Ch'tis, on avait à ce moment-là une sacrée lampe à faire. Et il y a eu des actions qui ont été mises parce que ça a tellement fait un phénomène qu'il y a des actions un peu partout qui ont été mises, mais le problème c'est qu'à l'époque il n'y avait rien pour encore donner tout ça. Et du coup, le soufflet est vite retombé. Moi, si vous pouvez organiser une visite, une balade sonore, une balade comptée, ce que vous voulez en patois, on est preneurs. Alors, là, on était avec grand plaisir. Là, avec le réseau, on est en train de travailler sur des outils qui pourraient fonctionner à base de flashcode. On est en train de réfléchir à tout ça, voilà. Mais pour tout ça, il faut des moyens, quoi. Il faut du temps, il faut des moyens, il faut tout ça. Puis il faut du monde, c'est pas nous qui allons tout faire. Et on ne souhaite pas tout faire. Le but du réseau, c'est bien de s'élargir, c'est de tisser une toile et qu'elle s'agrandisse, et donner des pistes. Donner des idées. Chacun, c'est dire, ah ben ça, moi je suis en capacité de le faire, moi, qu'il le fasse. Oui, mais on parlait de la charte tout à l'heure, c'est vrai que c'est en cohérence, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un engagement d'une collectivité, c'est un engagement à soutenir un spectacle, à soutenir une activité touristique, à soutenir une démarche auprès des commerçants, etc. Voilà, ça fait boule de neige. Moi je dis par exemple dans les centres aérés, là on a les enfants pour les lectures, mais pour les ados. Ben moi je dis qu'il faudrait organiser un concours de rap ou de slam en langue régionale, un truc, et je suis sûre qu'on aurait des pépites. On lance sur une expression patoisante quelconque, etc. Et ça va intéresser un jeune public. Et je suis peut-être un peu utopique, mais je me dis que quand on pense que Jul a fait réussir à entrer dans le dictionnaire un mot issu du rap marseillais, pourquoi on ne serait pas capable de le faire? Puis vous pouvez aussi, je sais pas, développer des concours pour développer une application pour apprendre le patois. Moi j'apprends le japonais 5 minutes par jour, ça me détend, je ne compte pas parler japonais, et ça me détend, donc je me dis que, et je sais que développer des applications c'est pas très compliqué, donc voilà, on peut faire ça sous forme de petits concours, et puis pour la jeunesse qui est sur les smartphones, ça permet de lier les deux. Je pense à hier, c'était hilarant, le sketch avec l'intelligence artificielle, c'était vraiment lié avec l'actualité. Je me suis dit, oui, c'est vrai, il y a vraiment aussi des choses à développer de ce côté-là. Après, on parlait de budget. J'ai envie de dire aujourd'hui, on peut faire énormément de choses avec les ressources locales, avec pour beaucoup. Je veux dire, un flashcode, c'est gratuit. Une chaîne YouTube, c'est gratuit. Un smartphone, tout le monde en a un. Les logiciels de montage de style CapCut qui permettent de faire des choses extraordinaires. Je veux dire, aujourd'hui, avec un peu de savoir, de la bonne volonté et les ressources humaines, volontaires et bénévoles, vous les avez puisque vous avez la revue au Portel. Vous avez aujourd'hui tout ce qu'il faut pour faire un circuit en flashcode sur tout le Portel. Et ça vous coûtera peanut. Le problème, c'est de trouver du monde pour le faire. C'est ça le problème actuel. C'est les participations des gens. Oui, mais là, si les partenaires, les acteurs, les comédiens de la revue, ils peuvent déjà participer sur des choses-là, ils peuvent déjà participer. Au Portel, on avait fait une balade comptée, en fait. Au Portel, on avait fait une balade comptée il y a 20 ans. On démarrait du centre Jacques Brel à Outreau, c'était Outreau qui organisait. Mais les 3 quarts du parcours se faisaient au Portel. Donc il y avait des endroits où c'était des chansons, des endroits où c'était du patois, des endroits où c'était une scénette. Là, on avait réussi à impliquer pas mal de jeunes, mais c'était Outreau, on l'avait fait avec le centre Jacques Brel. Mais on faisait tout au Portel, pratiquement.
Mais c'était plusieurs troupes qui attendaient du coup les gens venir. C'était que nous, les soleils boulonnais, mais ils vous accompagnaient. Plus nombreux, c'était pas ça. Non, on les accompagnait pas, nous on était à des endroits voilà, où c'est les ça, gens se baladaient. Ah, c'était comment un parcours. Parce que je faisais partie d'un réseau. Je faisais partie d'un réseau, réseau Tétopal, où on mettait en place des choses comme ça. Et c'est pareil, je veux dire, aujourd'hui, même par le biais du réseau de la promotion de la langue boulonnaise, c'est le genre de choses sur lesquelles on peut peut-être accompagner les communes, où il y a des balades qui peuvent être mises en place comme ça au niveau des ressources, où chaque compagnie faisant partie des ressources se met à un endroit stratégique et on peut faire voyager les gens comme ça. Et puis après, on n'est pas obligé de s'arrêter qu'au membre du réseau, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus s'en sortir non plus. Il y a aussi plein d'autres troupes autour et de bonne volonté qui vont faire que, je veux dire, les centres socioculturels aujourd'hui, vous avez des gens dedans, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont la capacité de faire un compte ou tout ça. Et c'est toutes ces ressources-là aujourd'hui qu'il faut aller chercher. Elles sont présentes, elles sont là. Il faut juste aller gratter. On parlait aussi des autres associations comme Aïda Labé, les petits potins et autres associations qui peuvent aussi nous rejoindre et participer à ces actions. En tant que, je vais répondre notamment en tant que président de l'association Parlons Portola, parce que quand j'ai créé l'association, c'était le premier prétexte c'était pour organiser la revue qui se préparait, mais je voulais pas que ce soit une association juste pour faire une revue et puis après basta et tout se débarrasse. Mon souhait en tant que président, c'est de cette association-là, c'est de faire un truc justement qui nous permette de faire quelque chose et plein de formes. Donc là cette année on fait une revue et c'est énormément de temps et d'énergie etc. Mais voilà, après pour les prochaines années et même pour les prochains mois, Stéphanie, tu parles de cet été. Voilà, la médiathèque m'a déjà demandé si l'association pouvait faire quelque chose à la plage. Voilà, puis les balades au crépuscule que vous quand vous faites venir Nicolas Ducrot et Jacques Descordes au parc de la Falaise. Ils viendront pas, donc voilà. Voilà, ça c'est donc voilà, c'est des choses donc faut réfléchir à la bonne forme, mais voilà, il y a plein de trucs à faire. Je crois que Portel est déjà un tissu associatif attaché au patrimoine. On prend le Paros d'Or, on prend le cercle historique, on veut bien faire des trucs en papier. Mais c'est sûr qu'il faut s'ouvrir, il faut voir il faut aller chercher toutes ces choses. Change un peu la façon. Ça va aussi écœurer, fatiguer les gens. Se servir de. Il faut fédérer. Et voilà. Et le plus dur, c'est de trouver aussi la personne qui va fédérer toutes ces actions, parce qu'à un moment donné, la difficulté, et c'est ce que Philippe a très bien réussi avec Sylvie, parce que c'est quand même les personnes qui sont piliers du réseau, c'est à un moment donné de fédérer en se disant attention, on est tous à la même échelle, on est tous là pour travailler dans le bien commun. Et il faut trouver cette personne qui soit en capacité de faire ces choses-là. C'est-à-dire par exemple avec Jean-Pierre, que je ne connaissais pas avant, j'avais entendu parler, mais on s'était même jamais rencontrés. Et par le je l'avais vu sur scène. Oui, mais je veux dire, mais voilà, il n'écrit pas comme moi, on n'a pas les mêmes vocabulaires, il a beaucoup plus de vocabulaire que moi. Mais il a fait la démarche, c'est-à-dire, vous avez compris, et on a tous compris, qu'il faut qu'on mette chacun un petit peu d'eau dans notre vin, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre, on a un même but commun, chacun le fait de la meilleure volonté qu'il veut, avec bienveillance vis-à-vis de l'autre, sans chamaillerie, sans rien, et ça a l'air de fonctionner, quoi. Ça marche. Il faut s'enrichir de l'autre. C'est important aujourd'hui. C'est si on veut aller faire cause commune, c'est pas l'État, c'est pas faire concurrence, mais le mot c'est pas la concurrence, c'est l'enrichissement. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a de la chance d'avoir. Moi, Jean-Pierre, je ne connaissais pas non plus, on n'avait jamais eu l'occasion de se voir. Et le réseau, une des premières opportunités, ça a été de rencontrer Jean-Pierre, même Marie-Claude. Voilà, toutes ces personnes qui ont toujours en fait, et c'est là où on se dit, c'est quelque part injuste, c'est que ce sont des personnes qui ont, pendant des années, ils ont œuvré, ils ont mis, parce que tu es un passionné qui te bouffe sur ta vie personnelle et tout ça, mais je veux dire, c'est des gens qui ont donné, et aujourd'hui c'est important de remettre la lumière sur ces personnes-là et de s'enrichir, et de se dire quel malheur d'avoir toutes ces années, voilà, ça, aujourd'hui il faut les informer, toutes ces personnes en avant, et leur travail. C'est pour ça que quand je suis à la fac, je ne dis pas je suis professeur, je suis un relayeur. Moi je relaye que le travail de ces gens-là, c'est tout. Ah oui. Et moi je ne prétends pas, je sais très bien que le patois que j'ai déjà, c'est le patois plus de la campagne, qu'il n'est pas académique, qu'il ne le sera jamais, qu'il y a plein de vocabulaire que je n'ai pas, Donc, voilà. Donc, on peut
c'est la table ronde organisée par clocher. Philippe et la rencontre avec M. Philippe Blanchet qui m'a complètement désinhibée. Je me suis dit oui, je suis prête à prendre des coups, j'en ai déjà pris, j'en prendrai encore, mais on peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas la tendresse que j'ai vis-à-vis de la langue et la passion commune que l'on a tous. Et partir, le reste, c'est pas grave. Oui, fini les querelles de clocher, Voilà. il faut qu'on travaille main dans la main. Notre travail à nous, au réseau, ça va être de prendre contact avec les collectivités. Il y a des courriers qui vont partir pour bien expliquer notre démarche. On va aussi essayer de se rapprocher des associations historiques, par exemple, on parlait du cercle historique de Ville-Vimereux, voilà, le cercle historique Portelois, pourquoi ne pas travailler ensemble sur une action à un moment donné. On est tous bien sûr pris par nos activités, par notre asso, mais on peut aussi d'autres associations en parallèle, il n'y a rien qui l'empêche. Hein. Donc on va essayer de frapper aux portes, puis de dire, et si demain, main dans la main, on travaillait pour essayer de sauver cette langue boulonnaise. Et le réseau, il n'est pas fixe, hein, n'importe qui peut se présenter, taper à la porte et rentrer dans le réseau. Hein. Voilà, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Nous rappellerons toujours, les portes sont ouvertes. Est-ce que vous avez des questions ou des idées? On a encore quelques minutes. Avec nos collègues d'autres communes, on a eu la chance, l'opportunité et cette richesse de faire cette table ronde. Et du coup, vous pouvez le faire aussi chez vous. Voilà, c'est le genre de. En fait, ces discours-là, en fait, c'est promouvoir nos actions. Et c'est vraiment par ce biais-là aussi qu'on arrivera à pouvoir faire. Je rappelle que le soutien de la municipalité pour la création de la revue du Portel était absolument primordial. D'un point de vue logistique, et voilà, il faut de toute façon, déjà, par le prêt des salles, par le soutien de communication. La volonté de la municipalité pour n'importe quelle revue est primordiale. Et pour n'importe quoi. Voilà. S'il n'y a pas de volonté municipale, c'est même pas la peine. Ce qui fait aussi la précarité d'une revue. Exactement. C'est que derrière, on ne sait pas dans 6 ans qui va, enfin même dans 6 ans, mais dans un an qui va arriver. L'importance aujourd'hui de la revue, alors vous êtes tout nouveau, donc c'est pour ça qu'il faut derrière que, et l'importance d'un réseau comme le nôtre, c'est peut-être aussi de pouvoir soutenir, à un moment donné, s'il y a un changement ou quelque chose de pouvoir derrière défendre et faire que. Là, la revue boulonnaise, elle a quand même 120-150 ans, avec un public qui vient, où c'est 10 000 personnes, tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, s'il y a un changement de municipalité, pas sûr qu'ils puissent dire, on va complètement sucrer. Voilà, diront, faudra payer le théâtre, et puis ça sera la manière de dire, c'est ça. Voilà. Mais je veux dire, il y aura toujours, mais derrière, on aura toujours un public, et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que nos actions soient connues et qu'on fédère au maximum, de façon à pouvoir empêcher et ne plus être vraiment dans la précarité, de se dire, ça a été mis en place parce que c'était une volonté politique. Non, c'était une volonté du peuple, c'est une volonté de la population. Donc quelque part, n'importe quel politicien pouvant venir devra se dire attention, ça on ne peut pas y toucher parce que c'est une institution, c'est porté par la population. Et il y a urgence à fédérer quand même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que c'est ce soutien-là qu'on a besoin en fait. Et pour donner un autre exemple, à la création du réseau, on avait un énorme, j'habite 8000, je suis capelloise d'origine mais j'habite 8000, on a eu un énorme soutien. Et on a toujours un énorme soutien de 8000 pour les réunions, pour tout ça, parce que c'est pas simple. Donc, par exemple, le Portel ou toutes les autres communes pourraient nous aider aussi de manière à ce qu'on tourne, de manière à ce qu'on ne dise pas c'est 8000, c'est 8000, c'est 8000. Non. Une fois, si on peut se réunir là, on se réunit ailleurs. La prochaine réunion du réseau, ce mois d'avril, on cherche une salle pour nous réunir au Portel. C'est possible Merci madame. Non pas que mais c'est pour s'ouvrir. Et on parlait d'outils de communication, ça commence. On a une page Facebook, le réseau a une page Facebook. Alors surtout, à essayer de rendre visite à cette page et puis de liker quand il y a un événement, de mettre un commentaire. C'est tous ensemble que nous ferons vivre ce réseau et les différentes actions. Donc le réseau d'acteurs pour la promotion du patois boulonnais, c'est sur Facebook et c'est maintenant. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a... Sur YouTube également, pour ceux qui sont intéressés. Oui. Alors, bien sûr. C'est relayé par le réseau d'ailleurs aussi. Comment ? C'est relayé par le réseau aussi. C'est relié par le réseau également, oui, bien sûr. Alors, on a le Bulldog du Boulonnais, c'est un site YouTube, où on travaille avec Joris Andrieux. Il fait un travail immense. Il fait un travail énorme. Donc, on se contacte régulièrement sur différents termes, des expressions en patois ou des termes en patois, et lui il travaille dessus sur l'origine du terme, comment on est arrivé à prononcer ça
dans la région, et puis il recherche un travail fou. Hein, ah oui, mais même sur l'histoire locale. Puis après, sur l'histoire locale, c'est quelquefois même trop long, hein, c'est des cours magistraux, c'est un cours magistral à chaque fois sur l'histoire locale. Et donc on est arrivé on bordure les 1000 vidéos à YouTube, là. Donc c'est tous des termes en patois comme ça qu'on développe. À Troyes, il y a Joris, bien sûr, qui est le principal organisateur de tout ça, qui met tout ça en scène et tout ça. Et puis il y a moi, il y a je prends dans l'ordre Marie-Claude, et puis Jean-Jacques Valette, le fils à Félix. Donc on reprend les termes simplement. Donc c'est un support intéressant parce que ça donne l'origine du terme. Et tout à l'heure Sylvie parlait de gamme et tout ça. Qu'en recherche, on n'a rien inventé. Hein. Il y a tous ces mots-là ont une origine. Hein. Et puis il y a un parcours qui a été fait sur l'Artois qui était intéressant et qui a marqué pas mal de gens d'ailleurs. C'était la route du patois. Hein, on allait de village en village et chaque village avait un slogan en patois. Alors ça marquait beaucoup de gens parce que c'était quand même typique. Hein. Sticky Saint-Dor avec un qui gratte, et puis, le village d'après, ça donnait la réponse. Et ça plaisait beaucoup, il y avait des circuits organisés. C'était sur. Ça bloquait plus. C'était ça. Mais il n'y avait pas que ça, hein, mais c'était de ce genre-là. Et ça permettait aux gens sur 60-70 km à tourner la région de Saint-Paul-sur-Ternoise, en montant après sur Oudin et tout ça. Et ça donnait aussi l'occasion de découvrir plein d'anecdotes sur ces villages où on avait, hein, Gauchin-le-Gall, tous ces trucs-là, les clochers tors, pourquoi le clocher est tort, tous ces trucs-là. Ça apparaissait justement en suivant cette route du patois, hein, qui étaient des slogans qu'on retrouve encore. Alors ça existe encore, j'y suis retourné dernièrement. Par contre, ça a un peu vieilli et ça n'a pas toujours été bien entendu par les communes. Hein, et puis, il y a quelque chose aussi d'important, c'est dans la région des Mines, hein, il y a Léon et Gérard, je ne sais pas si... Bertrand Coq. Bertrand Coq, moi je l'ai connu en 93, moi j'avais été ébahi en l'écoutant, parce que c'était... Et ils en font un peu moins, parce qu'ils sont vieillissants, comme beaucoup de monde, mais c'est un bon patois, et pendant le confinement, tous les jours, ils faisaient sur Radio Goël des gens qui appellent pour reconnaître, ils demandent pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Alors Léon, c'est celui qui est le savant, et puis Gérard, c'est celui qui... C'est le benet un peu. Hein. C'est le benet, mais c'est en bon patois, et c'est vrai que c'est intéressant. Et cet homme là-bas, ils ont une écoute terrible. Hein, ah oui. C'est les Gus du coin. C'est le Gus du coin, ouais. Et Bertrand Coq, là, moi je l'ai connu parce qu'il avait fait un truc, les premières revues, les premières veillées en patois qu'on avait fait avec lui, à Brouillé en Artois. Moi, il m'avait scotché le mec. Et c'est un ancien enseignant. Toujours un peu le retour bizarre de la chose défendue qui a fait développer la curiosité pour un domaine qui était défendu. Très bien. Écoutez, le temps passe forcément très vite, malheureusement toujours trop vite. Les derniers mots peut-être, Mme Barthélémy, Mme Gothard, d'abord ce que vous avez peut-être vécu ces derniers jours, enfin ces dernières heures, ici au contact du Picard boulonnais et des habitants de la région, votre perception et puis peut-être demain, est-ce que vous avez envie de revenir, d'échanger à nouveau avec nous? Est-ce qu'on peut organiser encore d'autres rencontres, hein? Ça pourrait être intéressant aussi d'avoir votre avis éclairé d'universitaire avec la population. Alors je sais pas, dernier mot. Très spontané, c'est pas du tout un avis éclairé, mais c'est l'effervescence associative qui est vraiment très très intéressant, et une effervescence qui se traduit par des réseaux et pas seulement par des bulles comme ça qui éclosent sur le territoire individuellement, mais voilà, donc c'est... Et on reviendra avec vous, bien sûr. Merci. Et on vient régulièrement, puisqu'on était là au carnaval. Hein, donc oui, ça y est, nous, ça y est, on s'installe. Hein. Ça ne vient pas de fois encore. Ça viendra. Alors pour ceux qui sont intéressés, il y a un concours organisé par le réseau, un concours de contes pour enfants. Oui, merci de le rappeler ça. Dans les actions menées, c'est vrai, dans les actions menées. Tu allais en parler, non? Oui, c'est bien, j'en remercie. Qui se termine le 30 mars.
Et puis, c'est tellement bien que j'aurais pas le temps de finir, moi. Et puis il y a également l'agence régionale pour le Picard qui organise tous les ans un concours, depuis des années j'y participe, et sans avoir de prix d'ailleurs, avoir Picardie, il m'écarte. Donc ça se termine également au mois de mars, là. Donc on peut encore, il y a 2 porte-lois qui participent, j'ai découvert ça, et puis il y a les Rosati d'Artois, Flatteren, qui cherchent toujours du monde, et donc là moi j'ai eu une paire d'années des prix, mais bon, c'est symbolique, sur un bout de papier, comme que... Vous croyez pas que... Mais ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Ça rapporte rien, mais ça marque... Et ils cherchent toujours du monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'autre jour le président des Rosati. D'année en année, il y a de moins en moins de monde. Et quand on lit le palmarès, c'est beaucoup de gens d'extérieur, au Nord-Pas-de-Calais, qui écrivent, qui participent à ces concours. Et il y a 2 porte-lois qui y participent régulièrement, qu'on ne connaît pas. Enfin, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas, je dirais, publics, quoi. Et tous les ans, ils écrivent, et il y en a un qui a régulièrement des prix. Concernant le concours, merci de l'avoir rappelé, Jean-Pierre, de la Société académique, qui se termine à la fin du mois. Il y a 2 catégories, la possibilité d'écrire un conte pour enfants en français, ou de l'écrire en langue boulonnaise. Voilà, donc il y a 2 catégories. Les textes arrivent, donc on va réussir à sortir 2 ouvrages, puisque le principe de la Société académique, c'est d'être une société d'encouragement aux arts, lettres et sciences. Et depuis très longtemps, puisque les origines de la Société académique, c'est 1870. La société dite savante s'est éteinte en 1960, elle a été relancée en 1985 par le docteur Jean-Pierre Dickès. Et j'ai pris la présidence il y a donc quelques années. Ce concours, donc, ça permet bien sûr de révéler, de découvrir de nouveaux auteurs, évidemment. Et comme nous sommes aussi société éditrice, eh bien, on ne remet pas seulement qu'un papier pour dire que un prix a été remporté, mais les ouvrages, nous nous chargeons de les publier également et de les diffuser en librairie. Voilà. Alors, notre action, elle est locale, bien sûr, c'est dans le domaine, dans le boulonnais, c'est sur le boulonnais, bien sûr, sur l'échelle boulonnaise, mais néanmoins, ça mérite quand même d'exister. Dernier mot que Kenji, peut-être, un mot de conclusion. Alors, si je peux me permettre. Et Sylvie aussi, après, bien sûr. C'est pas pour faire un mot de conclusion. Comme Jean-Pierre a rappelé les comptes, etc., on a oublié de parler d'une personne qui fait partie du réseau, même qui n'est pas là, qui a dit maintenant se détacher, mais qui nous a aidés notamment pour les cours à l'université. C'est Stéphane Thériat, mais M. Jacques Maillot également. Ah, aussi. Voilà. Donc on a pu compter sur ces gens-là et d'autres personnes du réseau qui viennent de façon plus épisodique, qui viennent quand ils peuvent, mais toutes ces personnes-là sont importantes. Et surtout Jacques Maillot, je pense à lui, qui a dû faire un gros effort pour admettre qu'on ne parlait pas tout à fait le patois comme lui. Hein, c'est peut-être plus compliqué pour lui. Oui, hein, oui, Jacques Maillot est historien local, voilà. Il est l'auteur notamment d'un dictionnaire, voilà, comme Jean-Pierre Dickès est aussi, voilà. et c'est l'auteur de dictionnaire. C'est un peu la guerre entre lui et puis Michel Lefebvre, voilà. parce que tous les 2 prétendaient. Voilà. Mais quand même, il a fait un gros effort et nous a bien aidé aussi. Un travail. Et quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Absolument. Donc, Kenji, un petit mot de conclusion? Moi, je dirais que la transmission est importante, que le spectacle est important, mais surtout, ce qui est important, c'est vous, en fait, par vos paroles, parce que nous, on œuvre pour vous. Donc, à vous maintenant d'aller porter la bonne parole et puis faire en sorte que nos actions ne restent pas vaines. Pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. Voilà, et vos arrière-petits-enfants. Et si vous avez des idées d'action autres auxquelles on n'a pas pensé, de n'importe quoi, faites. Oui, je parlais d'une page Facebook pour le réseau d'acteurs. Il y a aussi une page Facebook pour la Société académique. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages, à poser des questions. Voilà, j'anime ces pages, donc je réponds très rapidement. Voilà, et Kenji est ton administrateur également de la page réseau. On répondra à vos sollicitations. Mais tu t'es quand même beaucoup plus rapide que moi. Je suis très rapide. Ah ouais, il y a des fois, j'ai pas le temps d'y penser que ça y est déjà. Le webinaire est titré L'homme qui monte sur scène plus vite que son nom. Sur les réseaux sociaux, ça peut pas. Et vraiment, c'est l'homme qui descend de scène plus vite que son nom. Sylvie, dernier mot. Dernier mot, ça fait. Un dernier mot pour aujourd'hui, je te rassure. Je suis en train de calculer.
circulé, ça fait 1 an et demi la table ronde avec Philippe Blanchet. Tout à fait. Oui, déjà. En octobre 2023, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça, même si j'y croyais, parce que pour moi, ça a été, voilà, moi la langue, elle m'a permis j'en vis, hein, voilà, puisque je fais surtout du spectacle patoisant. Bon, je vivotais comme ça, j'étais très bien comme ça. Et quand Philippe a organisé la table ronde en disant que l'UNESCO avait déclaré nos langues boulonnaises comme en voie de perdition, d'extinction, même si quelque part je m'en doutais, mais je ne m'étais pas posé la question, là quand même, je me suis dit, ça fait mal, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit, est-ce que j'étais légitime, est-ce que j'étais pas légitime, etc. On a eu la table ronde, Philippe Blanchet m'a complètement désinhibé, je me suis dit, il ne faut pas avoir de regrets, fais-le. On s'est retrouvés tous ensemble, tout dans la même lignée, avec tous le même but, et sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ça bouge autant, et c'est super, quoi. Vraiment, ça nous booste. Mais il ne faut pas que ça nous booste nous, il faut que ça booste tout le monde. C'est vraiment un projet collectif. Voilà. Baptiste, organisateur. Oui, pour conclure, non, mais il y a énormément de choses à faire, il y a plein d'idées, et puis on se nourrit en fait des uns et des autres, justement, selon notre parcours, si on est universitaire, si on est auteur, si on est artiste, si on est un érudit local, on est journaliste, etc. Il y a plein de... On se nourrit de ça, et puis voilà, chacun dans son domaine peut faire quelque chose, c'est sûr. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, tout en étant très humble, on propose, on pose ça sur la table, et puis voilà, personnellement, ça, du coup, je suis dans le patoisant depuis du coup 1 an et demi, c'est en démarrant la revue boulonnaise. Là, c'est une belle année patoisante pour 2025, puisque du coup, ça fait déjà plusieurs mois que j'étais sur la revue du Portel. Là maintenant, ça y est, elle existe maintenant, elle est là. Et puis en septembre, il y a le retour de la revue boulonnaise au Théâtre Mancini. Donc en fait, il y a toujours un temps pour ça, et puis voilà, il y a plein d'idées. Et il n'y a aucune concurrence. Voilà. Plus il y aura de revues, mieux ça sera. Voilà, et puis il n'y a aucune mauvaise réponse, et puis voilà, je pense, j'ai plein d'idées. Va falloir les hiérarchiser, va falloir canaliser, mais voilà, j'ai plein d'idées, puis voilà. Je suis toujours très ouvert à l'échange, de manière informelle ou non, pour traiter de ça, puis justement, j'utilise aussi ma double casquette d'être dans le domaine artistique, mais aussi d'avoir un pied encore à l'université, en recherche, pour justement faire un lien global et faire avancer le territoire aussi, parce que c'est un peu ce que je dis dans la revue. À un moment, au-delà d'une revue, en fait, c'est un événement pour un territoire, pour ses commerces, pour ses habitants. Et voilà, on parle des gens. Et voilà, et ce qui compte, c'est qu'humainement, on réussisse, quoi. Voilà. Le vivre ensemble. Voilà. C'est ça, exactement. Eh bien, merci à toutes et à tous. Et bon week-end.